Nous allons encore attendre quelques instants pour permettre à tout le monde de nous rejoindre et de participer à notre webinaire. On voit qu'il y a déjà un bon nombre de personnes. Nous allons pouvoir commencer. Eh bien, bonjour à tous et merci de nous joindre pour découvrir la collection de mathématiques Racine Maths. Racine Maths est une collection destinée aux élèves du degré supérieur de l'enseignement général et technique de transition. Actuellement, il est disponible en 4e année, il le sera en 5e cette année-ci et en 6e en 2027. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques explications sur l'interactivité de ce webinaire. Vous pouvez voir dans la partie supérieure droite de votre écran 2 chats. Vous pouvez y poser vos questions et nous y répondrons au fur et à mesure. Dans le chat privé, nous vous demandons d'indiquer des questions, de poser plutôt des questions d'ordre personnel. Pour les questions qui peuvent être lues par tout le monde et qui intéressent tout le monde, ce sera plutôt dans le chat public. Si nous ne répondons pas directement à votre question, probablement que c'est parce que nous avions prévu d'y répondre dans le courant du webinaire. De toute manière, nous relisons toutes les questions à la fin du webinaire. Si par hasard une des questions était passée inaperçue, rassurez-vous, on vous recontactera pour y répondre. Vous verrez à certains moments apparaître des petits sondages auxquels nous vous invitons à répondre. Vous en avez certainement vu un, vous en voyez un maintenant, vous demandant si le son est bon, si vous voyez bien l'image. Vous avez aussi un sondage, je pense maintenant, concernant les écoles que vous représentez, ainsi que l'année dans laquelle vous enseignez les mathématiques. Pendant que vous y répondez, je vais vous présenter les intervenants et la structure du webinaire. Commençons par les délégués pédagogiques. Moi-même, je suis la première sur la photo, donc je commence par moi-même. Donc Véronique Bonnet, je suis responsable des établissements situés dans le Hainaut, dans le Brabant wallon, et pour le Namurois, dans les arrondissements de Philippeville et de Namur. J'ai à côté de moi mon collègue Jean-François qui va se présenter. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ma part, j'accompagne les enseignants des écoles de Bruxelles, des provinces de Liège et Luxembourg et au niveau de la province de Namur, plus particulièrement les écoles situées dans l'arrondissement de Dinan. Vous voyez à l'écran nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, pour une présentation en école ou encore une formation à IDD. Dans ce webinaire, vous allez d'abord découvrir quels sont les auteurs de ce webinaire. Je vais d'ailleurs laisser la parole à 2 d'entre elles. Vous verrez aussi les objectifs de la collection et les différents formats éditoriaux qui vous seront proposés. Les auteurs vont entrer dans une structure, d'abord dans la structure de toutes les UA et dans une structure de UA particulière, celle de 5e année, les fonctions trigonométriques. Je reprendrai la parole pour vous parler du matériel disponible et des outils numériques. Et ensuite, Jean-François et moi aurons fait le tour des questions et nous les poserons aux auteurs qui auront la possibilité à ce moment-là de vous répondre. Et puis, on vous rappellera nos coordonnées pour que vous puissiez nous joindre éventuellement. Alors, les auteurs. Nous avons donc à l'image tous les auteurs. Notre éditeur est d'ailleurs parmi nous. Il se fera un plaisir de répondre aux questions dans les chats. Vous avez les auteurs en dessous et en orange, vous avez les 2 auteurs qui vont présenter le webinaire d'aujourd'hui, Justine Bellistri. Bonjour. Pauline Pirenne. Bonjour à tous. Je vais leur laisser la parole maintenant
et je reprendrai la parole tout à l'heure lorsqu'elles auront terminé. Alors, bonjour à tous. Donc, comme dit juste avant, je vais partager tout d'abord mon écran pour continuer la présentation. Voilà, donc moi je vais vous faire tout d'abord une présentation plus globale de la collection avant de laisser la parole à Justine qui vous présentera une UA en particulier, donc les fonctions trigonométriques. Alors tout d'abord les objectifs. Donc notre but, quand on a commencé à écrire Racine Maths, c'était vraiment de donner du sens, aux mathématiques en proposant, bien évidemment des exercices de la vie quotidienne, mais en mettant surtout un point d'honneur, à ce que, les mathématiques soient, rigoureuses, claires, structurées, tant au niveau des définitions que du langage mathématique, que des propriétés, et cetera. On a, respecté les programmes, que ça soit, du libre et de l'officiel. On a aussi essayé, d'offrir de la flexibilité aux professeurs en n'imposant pas l'ordre, des différentes UAA. Et ensuite, on a essayé de faire quelque chose d'assez interactif en utilisant notamment, GeoGebra qui est quand même un super outil pour pouvoir mieux visualiser les maths. Et donc on a essayé de l'inclure, à plusieurs endroits dans le manuel, que ça soit dans des, introductions, dans certains exercices et ils sont à chaque fois accessibles via des QR codes. Alors, en 4e année et en 5e année, 4 heures semaine, on propose, 2 formats différents. Donc un premier format qui est en livre-cahier. Donc dans le livre-cahier, les élèves ont la place pour pouvoir répondre aux différentes questions, des introductions et aussi, des exercices. En 4e année, le livre-cahier est scindé en 2. Donc on en aura un premier qui portera sur l'analyse et la statistique descriptive et un deuxième sur la géométrie et la trigonométrie. Ensuite, on propose un manuel, donc un manuel qui reprend, le même contenu que le livre-cahier, mais sans les espaces pour les réponses. En 5e, donc 4 heures semaine, c'est le même principe, un livre-cahier, un manuel. Par contre, en 6 heures par semaine, vu la quantité quand même plus importante, d'exercices, ça sera uniquement un manuel qui sera proposé. Alors plutôt livre-cahier ou manuel. L'avantage du livre-cahier, c'est que, ça représentera le cours de l'élève étant donné qu'il prendra note dedans. De plus, comme les feuilles sont détachables, les élèves vont pouvoir avoir avec eux, dans leur cartable uniquement le chapitre qui est vu, en classe. Le manuel, donc lui, ne propose pas, la place pour les réponses, donc les élèves devront avoir des feuilles, de bloc. Cependant, pour, les exercices qui demanderaient, une résolution sur un graphique, sur un schéma, on propose à chaque fois des versions imprimables. Je pense notamment au chapitre de géométrie synthétique en 4e. Point de percée, section plane, c'est quand même plus facile, d'avoir, les schémas qui sont déjà représentés sur sa feuille. Donc c'est pour cette raison qu'on propose, des versions imprimables afin que les élèves puissent, tracer dessus sans problème. Alors pour la table des matières, donc comme je l'ai dit au départ, on respecte, les programmes et donc les différentes, UA du programme. Pour le livre-cahier, donc tout d'abord, celui sur l'analyse et la statistique, on retrouve l'UA sur les fonctions de référence. L'UA sur le 2e degré, on l'a scindé en 2 parties. Donc une première partie sur les équations et une deuxième partie sur les fonctions et une équation. Ensuite, on retrouve l'UA de statistique. Le 2e livre-cahier qui porte sur la géométrie, la trigonométrie. Donc on commence par la géométrie dans l'espace, donc la géométrie, synthétique. Ensuite, pour la géométrie analytique, là, on l'a scindé en 3 parties. La première qui porte sur le calcul vectoriel, la deuxième sur, les droites, la troisième sur les lieux géométriques tels que cercles et paraboles et enfin le A de trigonométrie. Dans le manuel, on retrouve exactement, les mêmes UA, la même table des matières étant donné que, comme je l'ai dit juste avant, c'est le même contenu. Alors pour, 5e année, 4 heures semaine, on va retrouver tout d'abord la statistique à 2 variables, ensuite l'UA sur les suites qu'on a scindées en 2 parties. La première qui reprend toutes les notions sur les suites et la deuxième sur les mathématiques financières. Ensuite les fonctions trigonométriques, asymptotes et limites et dérivées. 6 heures par semaine, c'est forcément, plus
conséquent. Donc, on a la statistique à 2 variables. Ensuite, on a fait la partie de complétude de R, donc qui porte normalement sur l'UA des asymptotes, limites et continuité. On l'a mis juste avant ici l'UA sur les suites, tout simplement pour avoir les propriétés sur les valeurs absolues qui sont utiles dans les définitions de convergence de suite. Donc ensuite, l'UA2 qu'on a aussi scindé en deux, suite mathématiques financières, fonctions trigonométriques, ensuite l'UA d'asymptote, limite, continuité, les dérivés, et ensuite on retrouve les 3 UA de géométrie. On commence par la synthétique, puis la vectorielle, et enfin l'analytique. Alors, pour chaque UA, on a essayé de respecter la même structure. Donc, lorsque c'était nécessaire, on propose un test diagnostique sur les prérequis. Donc, pour que l'élève puisse se situer par rapport aux matières vues les années précédentes. À la fin du test diagnostic, on propose également un rappel de théorie pour l'élève qui aurait rencontré quelques difficultés. Donc, toute la théorie est reprise sur, en tout cas, ce qui avait été interrogé dans le test diagnostic. Ensuite, on liste les objectifs. Donc, ce sont les objectifs qui sont définis par les référentiels et donc les programmes, donc classés par compétences connaître, appliquer et transférer. Ensuite, on propose une introduction historique de la matière et des applications au quotidien, ce qui permet de répondre plus facilement à la question « ça sert à quoi les maths ?» Là, on a des implications de la vie de tous les jours. Ensuite, on propose un défi. Le défi, c'est quoi? C'est en fait un exercice qui est aussi ancré dans la vie de tous les jours, auquel l'élève ne sait pas encore répondre. Donc, il a encore les notions pour pouvoir y répondre. Et en fait, l'objectif, c'est de réussir à répondre à cette question-là avec le chapitre. Et donc, le dernier exercice du chapitre, ça sera à chaque fois la reprise du défi qui était posé au tout départ. Alors ensuite, quand on découvre la nouvelle matière, donc on commence par des activités de découverte. Et suite à ces activités de découverte, on fait des points de théorie donc pour formaliser ce qu'on vient de voir dans l'activité de découverte. Donc on formalise avec des définitions, des propriétés, du vocabulaire, des théorèmes, des démonstrations. On fait aussi des méthodologies quand c'est nécessaire. Il y a évidemment aussi des exemples, des remarques. Bref, c'est vraiment toute la théorie. Et ensuite, on propose des séries d'exercices qui sont directement en lien avec la théorie qui a été vue. Une fois qu'on a vu tous les différents points du chapitre, qui sont à chaque fois donc constitués de ces activités découvertes, théorie, exercice, on fait une synthèse, donc une synthèse globale sur la théorie, et ensuite on propose une série d'exercices récapitulatifs qui la balayent l'ensemble du chapitre. Alors, pour que ça soit plus parlant pour vous, Justine va donc vous présenter la séquence de fonctions trigonométriques qui reprend donc les différents éléments dont je viens de vous parler. Alors, je vais arrêter. Voilà. Bonjour à tous. Donc, en effet, c'est moi qui vais prendre la relève et entrer dans une des sections qui a été faite, notamment celle sur la trigonométrie. Je vous partage ça tout de suite. Alors, je vais commencer par celle de Math 4. OK. Alors, pour commencer, on ouvre toujours avec une double page sur laquelle on retrouve le nom du chapitre et possiblement les sous-chapitres s'il est séparé en plusieurs parties, et les objectifs qui sont associés, ils proviennent du référentiel tout simplement, et donc on liste en connaître, appliquer et transférer les différentes choses qui sont demandées d'être maîtrisées par notre référentiel et qui sont finalement les points du programme, que ce soit dans l'officiel ou dans le libre. Après ça, on entre dans l'introduction historique, et donc on peut y trouver, dans ce cas particulier, dans le trigonométrique, une approche du nombre pi et son apparition, et également une histoire sur la partie liée aux fonctions trigonométriques qui termine, comme l'a expliqué Pauline, par des applications concrètes dans la vie de tous les jours, en expliquant dans quelle situation les fonctions trigonométriques peuvent être utilisées. Dans cette page, on retrouve également le défi. Donc le défi, comme l'a dit Pauline, il est ancré de tous les jours. Et donc c'est une situation qu'ils ont peut-être déjà pu rencontrer et à laquelle ils ne savent pas encore répondre et
ils auront la possibilité de le faire à la fin du chapitre avec les notions qui auront été abordées. Alors, trigonométrie, en 5e, demande des prérequis, d'où l'apparition d'un test diagnostique dans ce chapitre là. Donc, on a fait un test diagnostique qui reprend la partie trigonométrie de 4e, en parlant du cercle trigonométrique, des cadrans, pour la partie connaître. Et puis, en appliqué, on parle des angles associés, on parle de la mesure principale, pour pouvoir faire des équations par la suite, et on rappelle notamment notre formule fondamentale. Ensuite, dans les fonctions trigonométriques, on va devoir faire des transformées de fonctions, et donc on fait un petit rappel également sur ces transformées qui ont été vues l'an dernier. Une fois que ces prérequis sont vus, qui peuvent être faits ou en classe ou à domicile évidemment par l'élève, s'ensuit la partie théorique, comme l'a dit Pauline, qui reprend ces prérequis par rapport à la matière de 4e, et donc ça c'est vraiment ce qui apparaît notamment dans Racine Maths 4, c'est les mêmes encadrés et les mêmes schémas qui ont été repris pour la continuité entre les deux. Donc on a fait les rappels sur notamment le cercle trigonométrique, les angles orientés, la notion de mesure principale qui apparaît, les définitions du sinus, cosinus et tangente dans un cercle trigonométrique, les différentes propriétés qui sont associées, notamment la formule fondamentale de la trigonométrie, et enfin, on a fait les rappels sur les transformations de fonctions qui ont été vues également en 4e. Okay. Alors, une fois qu'on a tout ça, on a une structure qui est commune. Comme l'a dit Pauline, à chaque fois, on est structuré suivant une partie connaître, une partie... on est structuré sous la forme d'une découverte suivie d'activités introductives, d'une partie théorique et d'une partie exercice. Et donc, je vais me plonger plus spécifiquement dans une section, celle sur les fonctions sinusoïdales. Et donc, je vais me déplacer jusqu'à la partie qui va nous intéresser. Évidemment, c'est la même chose pour chaque section qui peut être représentée, que ce soit en Racine Maths 4 ou Racine Maths 5. Pour partir sur une situation concrète, on va prendre l'exemple des fonctions sinusoïdales. Donc, on commence par une découverte qui est séparée en plusieurs activités. La première est d'introduire l'amplitude d'une fonction sinusoïdale. Et pour ça, on est parti d'un graphique avec différentes questions qui sont posées à chaque fois à l'élève pour savoir les transformations qui ont été appliquées et les modifications que cela induit sur notre fonction. Donc, on pose les questions. On a à chaque fois, comme Pauline l'a expliqué, dans un livre cahier, l'espace pour que l'élève puisse y répondre. Et ces découvertes sont toujours suivies d'un encadré pigé dans lequel on introduit déjà la notion qu'ils viennent de découvrir et donc ce qu'il faut finalement retenir de cette découverte. À chaque fois, c'est structuré de la même façon. On a plusieurs points qui y font référence, et puis on a passé une deuxième activité introductive, notamment celle liée à la période d'une fonction sinusoïdale. Même structure, on part de graphiques, on pose des questions spécifiques à cela, et une fois qu'on a découvert toute cette notion de période, on l'ancre à l'aide d'un pigé qui apparaît ici. Et puis, on a fait la même chose avec le déphasage dont le programme parle, pour pouvoir avoir la même structure à chaque fois. À nouveau, un pigé apparaît à la fin afin de structurer ce qu'ils viennent de découvrir. Ensuite, une fois qu'on a découvert toutes les notions, on introduit une partie théorique où apparaissent notamment les encadrés définitions dont Pauline a pu parler. On voit également parfois apparaître du vocabulaire quand ça prête, ici notamment pour parler de l'amplitude, la pulsation ou de la phase à l'origine qu'on peut aussi appeler l'angle de phase. À nouveau, quelques définitions qui apparaissent afin de parler de périodicité dont en réalité je ne pense pas que ce soit déjà défini par avant. Et puis les propriétés qui apparaissent, on voit bien la différence entre un encadré définition et un encadré propriété grâce aux couleurs notamment qui sont utilisées dans notre manuel. Donc, les propriétés sont toujours en verte et comme vous pouvez le voir, parfois il y a des remarques qui y sont associées pour expliquer ce qui se passe, notamment dans l'une ou l'autre situation.
Ensuite, il y a parfois des encadrés méthodologiques, c'était notamment le cas ici, notamment pour déterminer ici graphiquement les caractéristiques d'une fonction sinusoïdale. On introduit comment on peut trouver l'amplitude, comment on peut trouver la période et comment on peut trouver le déphasage grâce à un graphique qui est suivi d'un exemple pour pouvoir illustrer à l'élève toutes les notions qui viennent d'être introduites grâce à la méthode. Une fois que tout cela est fait, on a également parlé des translations qui peuvent être faites verticalement et on s'ensuit des exercices dans lesquels on peut voir différents registres, on peut voir du texte en français, on peut voir des expressions analytiques, on peut y retrouver également des graphiques un petit peu plus loin. Et donc, l'objectif ici est vraiment de passer d'un registre à l'autre, de travailler avec tous les registres, et également de travailler avec des exercices contextualisés. Si je descends un peu dans les exercices, généralement, on les met plutôt vers la fin, une fois compris et maîtrisé les applications sans contexte. Donc ici, on peut voir notamment un exercice qui est contextualisé, qui exploite ces fonctions trigonométriques. La structure est la même pour tous, donc ce sera toujours une découverte suivie d'une partie théorique, suivie des exercices relatifs à la théorie qui vient d'être introduite à l'intérieur. Par rapport à tout ça, on a exactement la même structure par la suite, et donc je vais vous montrer ce qui suit une section et donc la fin du chapitre. Donc à la fin du chapitre, on peut retrouver systématiquement une synthèse qui aide l'élève à comprendre et à maîtriser, en tout cas la partie théorique, les ressources qui sont indiquées dans le référentiel. Et donc, on y retrouve notamment les points principaux. Évidemment, ça ne reprend pas toutes les propriétés ni tous les encadrés méthodologiques. Et donc, c'est une base d'études pour l'élève, mais ça ne permet pas d'avoir déjà tout à sa disposition. Évidemment, c'est à compléter par, vous le savez, des exercices déjà résolus, par exemple, qui peuvent les aider parfois à avoir une structure claire dans leur tête de comment appliquer telle ou telle méthodologie dans un exercice. Et donc, on y retrouve les différents points ressources du programme. Ici, on a listé du coup les angles associés. On essaye de schématiser lorsque on a estimé que c'était nécessaire pour que l'élève puisse comprendre de quoi il s'agit. Et on y liste ensuite les graphiques des fonctions qu'il faut maîtriser, les fonctions sinusoïdales, et les équations trigonométriques par lesquelles on termine. Après cette synthèse, on retrouve des exercices récapitulatifs où toute la matière est mélangée. Donc, ça reprend toute la matière qui est demandée pour le chapitre en entier. Et donc, on voit qu'on a une liste d'exercices qui est proposée. Et ça, que ce soit en racine maths 4, racine maths 6, que ce soit en maths 4 ou en maths 6. Donc, on voit les différents types d'exercices. Et là, on a vraiment essayé de reprendre systématiquement les parties connaître, appliquer et transférer du programme. Afin de préparer l'élève au mieux à ses évaluations et à ses examens possibles en fin d'année. Comme l'a dit Pauline, dans ces exercices récapitulatifs, on retrouve à la fin, j'y arrive, notre défi sur lequel on revient. Et donc, on rappelle le défi dont on a parlé en début du chapitre. Et là, l'élève a les outils nécessaires pour pouvoir y répondre. Et donc, c'est un exercice à part entière du chapitre. Okay. Alors, ce chapitre-là est à la fois présent en maths 4 et en maths 6, et donc je vais vous montrer un peu les déclinaisons qu'on a pu en faire en maths 6, afin de voir un peu les différences et les adaptations qu'on a pu en faire. Alors, à nouveau, la structure est vraiment la même. À nouveau, on commence par une page où on liste le nom du chapitre et les objectifs. Évidemment, ils sont adaptés pour les maths 6. S'ensuit à nouveau l'introduction historique qui est ici identique à celle des maths 4. Parfois, elle est un peu différente en fonction de ce qu'on peut voir à l'intérieur. Je pense notamment au chapitre des limites où on a un peu plus parlé des définitions formelles notamment. Pour la partie maths 6, le défi qui apparaît à nouveau et qui est repris à chaque fois en dernier exercice, des exercices récapitulatifs. À nouveau, ce test diagnostic qui est ici identique, les prérequis étant similaires en maths 4 et en maths 6, le test diagnostic est le même. Et à nouveau, la partie théorique réapparaît dans les deux avec nos transformées de fonctions qui peuvent être reprises juste ici.
Alors moi, je vais me plonger dans une partie qui est différente, notamment celle sur les formules trigonométriques. Donc je vais à la page qui m'intéresse pour vous montrer un peu cette différence entre nos chapitres. Voilà, la page face. Donc, formule usuelle de la trigonométrie. De nouveau, c'est structuré comme pour Racine Math 4 et Racine Math 5, Math 4. On commence avec une découverte où l'objectif ici était de découvrir le formule d'addition et de duplication. Et donc, c'est structuré de manière identique avec une situation où on pose des questions à l'élève qui permettent de découvrir ces différentes notions qui seront vues au fur et à mesure. Alors, comme vous le voyez ici, là, je vous ai proposé la version corrigée. Donc, pour les professeurs, il y a un guide méthodologique qui est accessible, que ce soit en version papier ou sur iDidit, si vous travaillez avec la collection avec vos élèves. Et donc, ces solutions vous sont accessibles si vous adoptez la méthode. Évidemment, les solutions en rouge ne sont pas accessibles aux élèves. Alors, on pose différentes questions et à nouveau, on termine par un encadré pigé qui découvre, qui montre ce qu'ils viennent de découvrir à l'aide de cette introduction. Et ici, on a choisi de partir sur la différence, le cosinus de la différence de deux angles, puis on découle de cette activité d'introduction pour découvrir le cosinus d'une somme de deux angles, le sinus d'une somme de deux angles en passant par les angles associés, le sinus d'une différence de deux angles, et puis on découle notamment les formules de duplication qu'on connaît. Okay. Une fois que tout ça est introduit, on est passé à une partie théorique, à nouveau avec les formules habituelles, donc les encadrés, définitions lorsque ça s'y prête, propriétés, méthodos. Et en maths 6, on retrouve notamment beaucoup plus de démonstrations par rapport au maths 4. Donc ici, on propose la formule notamment de la différence pour le cosinus. Et on l'a démontré ici par choix par deux méthodes différentes, étant donné que, comme on vous l'a dit au début, on souhaite laisser la flexibilité aux enseignants de pouvoir choisir de faire les chapitres dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Et cette démonstration étant possible en utilisant les triangles isométriques ou en utilisant le produit remarquable, on a décidé de proposer les deux démonstrations afin de laisser la flexibilité et le choix à l'enseignant de pouvoir utiliser celui qui lui convenait le plus. Alors, on met souvent aussi des couleurs dans nos démonstrations pour que l'élève y voit clair et plus facile à pouvoir réétudier ces démonstrations si ça lui est demandé. Et donc, comme je vous le disais, on a également proposé la démonstration qui utilise le produit scalaire, qui est les plus courtes, mais nécessite d'avoir vu le produit scalaire au préalable. Voilà. Et donc, la structure est la même. On est parti de celle-là pour démontrer les suivantes, comme on l'avait proposé. Alors, je vais aller un petit peu plus loin pour aller vous montrer un peu les sections d'exercice et vous montrer un peu les choix qu'on a mis. Donc, on a essayé à nouveau de travailler avec des énoncés assez variés. Donc, on part à la fois donc, qui sont exprimés en degrés ou en radians. On travaille avec, comme je l'ai dit, les deux possibilités. On demande parfois, en donnant des sinus, des cosinus, etc., d'en donner la valeur, ou bien à partir de l'angle de donner ces nombres trigonométriques. Et vous allez pouvoir découvrir qu'il s'agit d'exercices variés qui utilisent à la fois les formules d'addition, de duplication, de Carnot, de Simpson. Et donc, on a vraiment essayé d'être le plus complet à ce niveau-là. Okay. Donc, si je feuillette un peu, on voit qu'on a le cosinus d'une différence, le sinus d'une somme, la tangente de deux fois un angle. Et puis ici, la factorisation qui demande d'utiliser Simpson. Et évidemment, les vérifications d'identité qui sont indiquées dans notre programme. Voilà. Alors, on a essayé d'en proposer une grande variété pour laisser le choix aux enseignants de faire ce qu'ils veulent et d'en laisser aussi parfois en supplémentaire à leurs élèves. Et donc, la structure étant vraiment la même, l'idée et de proposer à chaque fois des registres différents pour que l'élève puisse s'habituer à travailler dans des situations diverses et variées. À nouveau, on retrouve la structure comme on la connaît, à savoir les différentes sections qui se terminent par une synthèse. La synthèse se trouve du coup à la fin du chapitre, avant les exercices récapitulatifs. Et là, on retrouve à nouveau les points ressources de notre programme qui sont listés.
Donc ici, mais évidemment, dans les angles associés, on a ajouté les angles complémentaires pour pouvoir notamment faire des équations trigonométriques un peu plus compliquées par rapport à celles qui sont demandées en maths 4. Les représentations graphiques qui sont toujours présentes. Les fonctions sinusoïdales restent identiques. Évidemment, une section est ajoutée pour les formules usuelles de la trigonométrie. On termine ici par les équations qui sont vues, après avoir vu ces formules-là, afin de pouvoir exploiter les formules dans nos équations et inéquations. Et donc, à nouveau, ça se termine par des exercices récapitulatifs. Une partie est commune avec celle des maths 4. Et évidemment, les éléments qui demandent d'être complexifiés le sont dans ce chapitre de mathise. Alors, c'est moins marqué, je pense, dans les fonctions trigonométriques, où c'est vraiment plutôt un ajout d'exercices. Par contre, si je pense au chapitre sur les limites, là, vraiment, les exercices sont fort variables d'une matière à l'autre. Même s'il y a une petite base qui est commune, les exercices sont plus variés et évidemment plus adaptés à des maths lorsque c'est nécessaire. Alors, comme vous pouvez le voir, on a listé à nouveau les identités qui sont vérifiées afin de correspondre à notre programme. Le passage d'un registre à l'autre est également travaillé. Les équations à la fois graphiques, mais à la fois analytiques. Et là, on s'est vu les difficultés des élèves. On a proposé une grande liste d'exercices séparés en différentes séries pour pouvoir s'adapter à leurs besoins et à leur niveau. On termine à nouveau par notre défi qu'on retrouve à la toute fin. Voilà. Alors, à la fin également, on retrouve, je ne l'ai pas spécifié dans l'autre, mais c'est également valable dans tous les chapitres de 4e et tous les chapitres de 5e Maths 4, un retour vers la plateforme iDidit où les élèves disposent d'exercices supplémentaires à leur disposition qui sont variables, qui ciblent différents points, donc à eux de choisir ceux qui les concernent personnellement et ceux sur lesquels ils ont envie de travailler. À chaque fois qu'ils relancent l'exercice, ce sont des nouvelles variables qui sont proposées, donc ça propose à chaque fois un exercice différent pour les élèves. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'ils ont une solution détaillée qui leur est proposée également à la fin. Et donc, en termes de préparation aux interros ou aux examens, c'est vraiment un atout supplémentaire. Et nous, en tant que prof, moi-même l'utilisant dans mes classes, j'ai un aperçu des résultats de mes élèves. Alors, ce que je vois, c'est les exercices qui ont été faits ou non, le nombre d'exercices qu'ils ont fait pour chacun et les réponses correctes ou non qu'ils ont pu obtenir. En plus, comme je le disais, de la version guide qui est disponible en ligne et sur laquelle je peux afficher directement les solutions si j'en ai envie pour les élèves. Lorsque c'est notamment une séance de drill, je peux afficher directement les solutions sans devoir moi les écrire au tableau et les laisser travailler plus en autonomie. Voilà. Et voilà, je reviens donc. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup Justine pour ces explications et ce détail de cette UAA. Je vais maintenant aborder le sujet des outils numériques, donc qu'elles ont déjà abordé dans leur présentation, puisque vous allez pouvoir avoir tout votre matériel complémentaire sur iDidit. Et je vais également vous parler de Sésame. Alors, Sésame est une application qui permet de lire des QR codes. Tous les lecteurs de QR codes savent lire nos QR codes, et elle a cet avantage, cette application Sésame, de permettre de télécharger les animations GeoGebra sur le téléphone ou sur la tablette de l'élève et donc de la visionner hors connexion, ce qui est quand même un avantage pour les élèves. Vous avez également les outils et là j'ai laissé la parole à mon collègue Jean-François tout à l'heure, mais je vais d'abord aller vous montrer directement dans Udidit ce qui se passe. Et pour ça, je dois partager, attendez un petit instant, mon écran. Alors, je vais partager tout l'écran, je pense, et ça ira mieux comme ça. Alors,
Pour aller sur iDidit, pardon, excusez-moi. Oui, vous êtes les premiers à avoir cette chance de pouvoir aller sur notre nouvelle plateforme. Puisque j'ai parlé de YouDidit, eh bien, allons-y. Si vous avez déjà un compte YouDidit, ne vous inquiétez pas, vous ne devez rien changer. Nous avons une plateforme qui s'appelle MyVanine et qui gère toutes ces licences. Donc, c'est le même compte que ce soit sur YouDidit ou iDidit. Si vous avez l'habitude de YouDidit, eh bien oui, il y a des petites différences, notamment, et c'est un avantage quand même, dans iDidit, vous avez la possibilité de modifier certaines choses. Je vais vous le montrer directement en y allant, notamment en cachant des choses ou en déplaçant des choses, ce que vous ne pouviez pas faire sur YouDidit. Sinon, les compléments sont tous, bien sûr, également sur iDidit. Alors, comment y aller? Vous allez donc sur ididit.be/fr. Vous vous identifiez avec votre compte habituel, vous vous identifiez et vous arrivez à, ben voilà, il me rappelle déjà que je ne dois pas oublier que la validité de ma licence arrive à expiration et que je vais devoir bientôt la renouveler. Je vous conseille d'ailleurs de demander vos licences dès la rentrée scolaire pour éviter qu'en cours d'année, vous ne vous retrouviez avec vos licences qui se ferment de manière impromptue. Alors, justement, pour demander ces licences, eh bien, il suffit d'aller sur le formulaire qui se trouve sur le site de Vanine et vous allez pouvoir donc demander la licence. Pour que vous puissiez demander cette licence, il faut évidemment que tous vos élèves soient équipés du livre cahier ou du manuel. Une preuve de cet achat sera d'ailleurs demandée dans le formulaire. 48 heures après, eh bien, vous allez voir apparaître sur votre compte iDidit, comme ici, dans votre bibliothèque, Racine Math 4. Vous allez pouvoir commencer. Alors, j'ai déjà créé mon compte et j'ai déjà joué dedans, donc forcément, vous ne le voyez pas, mais la toute première fois, vous allez avoir un grand message ici qui vous signale que pour utiliser votre Racine Math, il faut créer une classe. Ce qui est simple à faire, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, pour créer une classe, eh bien, simplement, vous allez cliquer sur, pardon, dans ma bibliothèque, ici, sur les 3 petits points, créer une classe. Je vais vous en créer une là, à l'instant, comme ça, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Oui, je suis dans Racine Math 4, évidemment, puisque Racine Math 5 sera disponible sur iDidit au mois d'août. Voilà, je crée la 4A, créer, la voilà. Alors, vous voyez qu'elle a été créée maintenant et je vais ajouter des membres. Moi, dans ma classe test, j'ai déjà ajouté des membres. Pour ajouter des membres, c'est simple aussi. Vous cliquez dessus, vous choisissez soit une classe qui existe déjà, dans toutes les classes que j'ai déjà créées, soit vous créez une nouvelle classe dans MyVanille. Ça, c'est votre libre choix. Je vais prendre une classe avec des membres, donc ici, je vais cliquer dessus et mon profil de Racine Math 4 pour cette classe-là s'ouvre. Vous voyez qu'il m'indique qu'il y a des élèves qui n'ont pas encore activé la licence. Ça vous permet, parce que c'est une classe que j'ai créée avec 3 membres, ça vous permet de voir qu'il y a un membre qui n'a pas encore sa licence. Et si je clique dessus, je vois quel membre. Il est rouge. Donc cet élève-là, c'est moi. Cet élève-là n'a pas encore introduit son code sur son compte iDidit et donc vous ne voit pas ce que vous faites et ne voit pas ce que vous pouvez modifier. Ça, c'est une première chose. Vous avez vu que vous pouviez voir les membres et vous voyez également le code qu'il faut donner aux élèves pour qu'ils se lient à sa classe. Toujours dans ce profil, je vais d'ailleurs fermer ici la table des matières pour que vous ne soyez pas distraits, hein. Voilà, vous avez accès au manuel numérique. Alors, vous allez évidemment choisir le manuel numérique qui est identique à l'ouvrage que vous avez choisi, puisque c'est une projection de l'ouvrage sur le tableau. C'est toujours plus facile pour tout le monde que les élèves voient sur le tableau la même chose que ce qu'ils ont devant les yeux sur leur table. Prenons, si vous cliquez sur manuel numérique, livre cahier, analyse et statistiques, eh bien, vous allez avoir ce manuel numérique-là qui s'ouvre. Il fonctionne exactement de la même manière que tous les autres manuels numériques. Vous avez ensuite le matériel de l'enseignant, donc un petit rappel de comment utiliser iDidit, votre guide pédagogique en format digital, comme l'a dit, je pense que c'était Pauline tout à l'heure, non, c'était Justine. Le guide pédagogique en format digital, mais vous avez la possibilité de le commander en format papier si vous préférez travailler avec du papier. Jean-François va d'ailleurs vous en parler aussi tout à l'heure. Le corrigé des exercices récapitulatifs et de dépassement et vos évaluations.
cliquez sur évaluation. Voilà, quand vous cliquez dessus, vous pouvez les télécharger. On revient au matériel de l'enseignant et vous avez, hop, il s'est rouvert, vous avez la possibilité d'atteindre tout ceci. Les errata, ben oui, parfois ça arrive et donc c'est bien de les avoir à votre disposition assez rapidement. Si vous utilisez le manuel, vous avez un certain nombre de matériel complémentaire imprimable. Si vous utilisez les livres cahiers, ce sont d'autres documents qui sont fournis puisque la plupart sont dans le livre cahier. Pour le manuel, je me souviens que Pauline, Justine, je ne sais plus, parlait de graphes, par exemple, sur lesquels les élèves doivent travailler, qui vous sont fournis. Eh bien, ils vont se trouver là-dedans. Et puis le matériel de l'élève, donc vous avez aussi la manière d'utiliser IDDit, l'accès à toutes les manipulations GeoGebra et également l'accès aux vidéos. Alors, quand vous voulez voir exactement ou travailler en plus, vous avez ici, donc il suffit de cliquer sur le contenu et vous voyez que tout apparaît. Donc la table des matières apparaît. Si vous cliquez dessus, vous avez le détail ici, le détail de l'équation du deuxième degré. Ça, c'est une première chose. Et vous cliquez, vous y êtes et vous voyez, par exemple, l'accès directement au manuel numérique. Le test diagnostic, c'est peut-être pas très visible, mais il est en gris clair et il est en pointillé parce qu'en fait, les élèves n'y ont pas accès, ils ne le voient pas. Tout ce qui est caché aux élèves apparaît en grisé et avec ce contour en pointillé. Vous avez ensuite la théorie. Alors, ça, c'est une théorie que j'ai créée. Donc, je ne me souvenais même plus que j'avais créé une théorie pour montrer aux enseignants que vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, en fait. Il suffit simplement ici de cliquer sur ajouter du contenu avant ou après, choisir si c'est de la théorie ou de l'exercice et vous pouvez aller chercher sur votre ordinateur tout ce que vous voulez rajouter et ça apparaît également dans le fil de l'élève. Là, j'ai mis un nom au hasard, hein, donc voilà, c'est certainement une image que j'ai dû mettre. Vous avez aussi les exercices qui apparaissent et les exercices ont la même couleur que la compétence qui est travaillée dans le cahier pour que les élèves puissent facilement faire le lien entre leur cahier et les exercices complémentaires qui sont fournis sur IDDit. Hein, donc, quand on est dans la partie appliquée ou quand on est dans la partie transférée, les exercices sont de couleurs différentes. C'est orange, vert et rose si mes souvenirs sont corrects. Vous avez la possibilité de tout faire. Vous voyez, chaque fois que vous voyez 3 petits points, vous pouvez les utiliser pour masquer l'exercice à l'élève, lui donner un autre nom si vous trouvez que 1A n'est pas un beau nom, ajouter autre chose juste avant l'exercice ou juste après, ou même le supprimer. Je vous rappelle que si vous le supprimez, vous ne le supprimez pas de la base qui est dans votre bibliothèque, vous le supprimez uniquement dans la classe dans laquelle vous êtes pour l'instant. Vous avez la possibilité aussi de créer des devoirs. Ici, vous voyez devoirs. Si vous cliquez dessus, j'en ai créé. Alors, vous pouvez créer des devoirs en reprenant des exercices et ou de la théorie qui se trouve à disposition ici. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, les exercices sont randomisés, ce qui est quand même très important puisque ça permet d'indéfiniment en fait, refaire des exercices sans jamais avoir la même chose. Ici, j'ai créé un devoir. Si vous voulez créer un nouveau devoir, hop, vous mettez un titre au devoir, la date de début, la date de fin, toujours à minuit, éventuellement une instruction complémentaire et ensuite l'assigner aux élèves, soit tous les élèves, soit vous choisissez les élèves à qui vous l'assignez. Vous créez le devoir et il sera automatiquement transféré chez les élèves. Résultats. Vous avez ici la possibilité de voir les résultats de tous les exercices que vos élèves font. Bon, moi, c'est moi les 2 élèves qui sont là et j'avoue honnêtement n'en avoir fait aucun. Mais sinon, vous voyez combien d'exercices ils ont fait et vous savez voir si c'est correct, c'est en vert ou incorrect, c'est en rouge. Vous avez aussi les devoirs. Là, j'en ai fait, mais je n'ai pas fait les exercices. Et si vous pouvez voir le devoir et l'élève en question, ce qu'elle a fait dans son devoir, combien d'exercices elle a répondu correctement, etc. Donc, vous voyez que vous pouvez voir vraiment beaucoup de choses quand vous allez, oups, c'est trop vite, quand vous allez sur IDDit. Dernière petite chose, vous avez la possibilité d'en modifier le contenu.
par exemple, de modifier la table des matières, d'ajouter du matériel ou de copier du matériel. Quand vous allez sur modifier, vous pouvez modifier, c'est-à-dire que vous pouvez changer le titre. Vous pouvez le supprimer. Je rappelle que vous ne supprimez que pour cette classe-là. Vous pouvez le cacher aux élèves et vous pouvez le déplacer. Alors, vous pouvez le déplacer par les petites flèches, mais vous pouvez aussi le déplacer simplement comme ceci, ainsi que d'ailleurs les exercices. Donc, facile à déplacer, il n'y a pas de souci. Je pense que nous avons fait le tour. C'est un tour très rapide, bien sûr, mais vous pouvez toujours demander aux délégués pédagogiques de votre région de venir vous aider et de faire une petite démonstration ou de vous expliquer tout simplement comment l'utiliser lorsque vous aurez demandé vos accès. Je pense maintenant que nous allons pouvoir passer. Je vais repartager. Hop. Voilà. Ah, non, ça me dit Nathalie. J'ai été trop vite, c'est ça? Oui, voilà. Sésame, j'en ai parlé. Tu n'as pas la présentation. Merci Nathalie, hein. On ne voit pas ma présentation. Voilà. Est-ce que comme ceci, tu la vois? Parfait, merci. Donc, je vais pouvoir donner la parole à Jean-François qui va vous parler des différents formats et des différentes conditions. À toi, Jean-François. Merci beaucoup, Véronique. Donc, pour rappel, l'élève va disposer soit d'un livre cahier tout en un ou d'un manuel, à l'exception des cours de 5e 6 heures et 6e 6 heures. De plus, l'élève aura son accès à la plateforme IDDIT, où il va retrouver le manuel numérique à condition que son professeur lui ait partagé au préalable, les compléments de la collection tels que des vidéos ou des manipulations GeoGebra, de son livre, des prérequis, des rappels de théorie et de synthèse. Il va également trouver, Véronique vous en a parlé, de nombreux exercices interactifs randomisés auxquels il peut accéder dès qu'il le souhaite. Le professeur va évidemment disposer de tout ce dont dispose l'élève. Il aura en plus le guide pédagogique en couleur. Alors, je vais vous le dire tout de suite, il est déjà disponible sur IDDIT en version digitale. On peut tout à fait imaginer que l'enseignant préfère travailler avec un guide pédagogique imprimé, dans quel cas il peut l'acheter avec une remise de 50%. Le livre cahier ou le manuel de l'élève qui est donc corrigé, qui se trouve dans le guide pédagogique, les notes méthodologiques en 4e et 5e année pour le cours 4 heures, et le corrigé des exercices de dépassement et des exercices récapitulatifs. Sur la plateforme IDDIT, l'enseignant retrouve le manuel numérique, je viens d'en parler, qu'il peut partager ou non avec ses élèves. Ce manuel numérique est interactif et il est personnalisable puisque vous avez toujours la possibilité de modifier l'ordre des matières vues ou éventuellement de rajouter des fichiers personnels. Le guide pédagogique en version numérique, en plus du guide papier si vous le souhaitez, et enfin les compléments de la collection tels que des évaluations qui vous sont proposées ou en version PDF ou en version Word si vous souhaitez y apporter des modifications. Et l'exercitation en ligne proposée aux élèves et auquel, bien évidemment, l'enseignant a également accès. Alors, au niveau de la 4e année, ben, là, le livre est déjà dans les classes depuis le dernier mois de septembre, donc il est évidemment paru. Le livre cahier, qui est toujours vendu en 2 tomes, est vendu au prix de 30,80 €. Le manuel, qui peut donc s'utiliser plusieurs années, est vendu au prix de 41,10 €. Le guide de l'enseignant en version imprimée coûte 60 €
ou 30 € pour l'enseignant prescripteur. Au niveau de la 5e année, nous aurons au mois de juin le livre cahier 4 heures semaine, vendu au même prix que le livre cahier de 4e. Nous aurons également le manuel de 4 heures qui est toujours vendu au même prix qu'en 4e, soit 41,10 €. Le guide de l'enseignant 4 heures semaine sera disponible également au courant du mois de juin, toujours 60 € ou 30 € selon le cas. Le manuel de 6 heures semaine est attendu pour cet été. Il sera vendu au prix de 43,70 € et un guide de l'enseignant pour le cours 6 heures, même prix que les autres, 60 € ou 30 € si l'enseignant est prescripteur. Alors, nous allons passer aux questions-réponses. Je vais regarder s'il y a eu des questions, qui doivent être reprises, apparemment non, on a dû être très explicite. Ah, une question? Oui, évidemment, on me parle de Manolo, du budget Manolo, oui. Le manuel est bien sûr, fait partie des ouvrages qui peuvent être utilisés avec le budget Manolo et donc il n'y a pas de souci pour, l'utiliser à ce moment-là. Une autre question? Il ne semble pas. Non. Vous avez l'air content, c'est déjà bien. Ah, Peut-être un je petit vois, oui. détail, Quand sortira le 6 heures semaine? mais je l'ai dit au Oui. courant de l'été, il est difficile d'être plus précis à ce stade, mais quand on dit l'été, il sera disponible pour la rentrée. Donc des exercices, tu peux expliquer les exercices randomisés? Oui, alors, les exercices randomisés, tout simplement randomiser signifie que pour un même exercice, il y a un tas d'items derrière qui varient. Donc quand un élève commence un exercice, il va donner les réponses et l'exercice suivant sera avec d'autres, propositions, d'autres valeurs. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je regarde mes collègues qui ont suivi un petit peu. Mais je ne vois pas, donc on nous remercie. Un petit rappel qui a peut-être déjà été dit, mais j'insiste parce que Justine Bellistri nous fait remarquer qu'elle ne l'a pas dit. Les solutions finales des exercices récapitulatifs sont disponibles en PDF sur iDidit et donc imprimables. Oui. Voilà. Eh bien, je pense alors que je fais un tour de table. Nous arrivons, oui, Nathalie me fait signe. Oui. Donc, C'est direct, c'est direct. oui, ce sont les aléas du direct. N'hésitez pas encore à poser des questions, nous y répondrons bien évidemment. Il me reste donc à donc faire un petit tour de table et donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Lorsque vous allez voir que nous allons quitter le webinaire, attention, si vous n'avez pas encore complété le questionnaire, faites bien attention d'y répondre à ce moment-là, même si nous avons déjà quitté nous. Vous le complétez jusqu'au bout, vous cliquez sur le bouton vert et une fois que vous avez poussé sur le bouton vert, vous savez donc que vous l'avez complété jusqu'au bout et vous pourrez, alors à ce moment-là, quitter le webinaire. De quel questionnaire s'agit-il? C'est le questionnaire que vous trouvez dans le chat qui est à votre droite, à la droite de votre écran, dans la partie. Nathalie, aide-moi.
dans la partie Interaction. En fait, une fois qu'on va mettre fin au webinaire, vous allez tous recevoir une fenêtre qui va s'afficher où on vous demandera de compléter quelques questions d'un formulaire d'évaluation. Faites attention à bien scroller jusqu'à la fin du questionnaire et comme ça, on pourra vous offrir l'ouvrage de votre choix de la collection Racine Maths. Mais donc, faites bien attention à répondre à toutes les questions, scrollez jusqu'en bas du questionnaire et cliquez sur le bouton vert « Envoyer ». Seulement à partir du moment où on met fin au webinaire. Merci pour ces précisions, Nathalie. Vous avez à l'écran donc les coordonnées des 2 délégués pédagogiques. On vous les laisse jusqu'à la fin, comme ça vous pouvez en prendre note. Sinon, de toute manière, vous avez la possibilité de nous contacter via le site. Et alors moi j'ai une toute dernière chose à dire. On nous a demandé pourquoi choisir plutôt Racine Math 4 que le CQFD. L'avantage, c'est vraiment la structure qui ressemble plutôt à celle d'un cours classique où directement après chaque découverte, on s'ensuit la partie théorique. Cette partie théorique, on a essayé d'être les plus rigoureuses possibles, les plus complètes, sans être une astuce pour l'élève où il a vraiment besoin de donner du sens à ce qu'il est en train de comprendre et d'apprendre. Et les exercices qui suivent donnent vraiment du sens à toute la partie théorique qui vient d'être introduite. Et donc, en ayant choisi des exercices variés et les plus complets possibles, ça permet à l'élève d'avoir un meilleur raisonnement et une meilleure compréhension de la matière. OK. Merci beaucoup. Merci à toutes et à bientôt. Merci, à bientôt.